On les tirait lentement. Leur ravisseur, dont Haroun commençait à distinguer la forme au fur et à mesure que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, tirait le filet de nuit avec des sortes de câbles invisibles mais puissants. Vers où? L'imagination d'Haroun lui manqua. Tout ce qu'il voulait voir dans son esprit, c'était un immense trou noir qui béait devant lui, comme une bouche, et qu'il aspirait lentement. « On est dans de beaux draps. Dans le pétrin. Faites vos jeux !» constata tristement Si. Mais la huppe semblait tout aussi découragée. « Nous allons voir Katamchoud, emballés et ficelés comme des paquets cadeaux. » Gémit la huppe sans remuer le bec. Zoom, boum, fuite, finito pour tout le monde. Il se tient au cœur de l'obscurité, au fond d'un trou noir d'après ce qu'on dit, et il mange la lumière. Il l'avale toute crue, avec ses mains nues, et personne ne peut lui échapper. Il mange aussi les mots, et il peut se trouver à 2 endroits en même temps, et il n'y a aucune issue. Pauvre de nous, hélas, 3 fois hélas, ô jour funeste, aïe, aïe, aïe. Décidément, vous faites une belle paire de compagnons, dit Haroun aussi gaiement qu'il le put. Mais pour la huppe, il ajouta, espèce de machine, tu gommes n'importe quelle histoire de fantôme qu'on te raconte, même celle que tu trouves dans la tête des autres. Ce trou noir, par exemple, j'y pensais, et toi, tu le ramasses pour te faire peur. Honnêtement, huppe, ressaisis-toi. Comment me ressaisir? Se lamenta la huppe sans remuer le bec, quand d'autres personnes, des choupoilas, m'ont déjà saisi. Regardez, l'interrompit Si, regardez dans l'océan. Maintenant, le poison épais et sombre avait tout envahi, et il effaçait les couleurs des courants d'histoire qu'Haroun n'arrivait plus à distinguer. Une sensation de froid et d'humidité remontait de l'eau prête à geler. Froide comme la mort, pensa Haroun. La douleur de Si commença à déborder. C'est notre faute, pleura-t-il. Nous sommes les gardiens de l'océan et nous ne l'avons pas gardé. Regardez l'océan, regardez-le. Les plus anciennes histoires qu'on n'avait jamais inventées. Regardez-le maintenant. Nous les avions laissés pourrir, nous les avions abandonnés bien avant cet empoisonnement. Nous avons perdu le contact avec nos origines, avec nos racines, avec notre source. Nous disions ennuyeuse, pas de demande, ne répondent pas aux besoins. Et maintenant, regardez, regardez! Plus de couleurs, plus de vie, plus rien. Tout est perdu. Comme ce spectacle aurait horrifié Mali, songea Haroun. Surtout Mali, sans doute. Mais aucune trace du jardinier flottant. Certainement ligoté comme nous dans un autre filet de nuit, imagina Haroun. Je donnerais n'importe quoi pour revoir ce vieux corps noué fait de racines, courant près de nous, et pour entendre à nouveau cette voix douce et fleurie prononcer des mots rudes et rares. L'eau empoisonnée battait sur les flancs de la huppe. Puis, brusquement, elle éclaboussa plus haut quand le filet de nuit s'arrêta net. Si et Haroun, obéissant au même réflexe, relevèrent leurs pieds loin des éclaboussures, et une des pantoufles du génie de l'eau, merveilleusement brodée et à la pointe retournée, tomba, pour être précis de son pied gauche, dans l'océan, en un clin d'œil, avec un chointement et un sifflement, un glougloutement et un gargouillement. Elle fut immédiatement avalée, jusqu'à sa pointe recourbée. Haroun en fut effrayé. Le poison est si concentré qu'il agit comme de l'acide, remarqua-t-il. Huppe, tu dois être solide. Si, tu as de la chance que seule ta pantoufle soit tombée et pas toi. Ne te réjouis pas trop vite, dit la huppe d'un air morose, sans remuer le bec,
Qui sait ce qui nous attend là-bas? Eh bien, merci beaucoup, répliqua Haroun. Encore une idée amusante. Pourtant, il s'inquiétait au sujet de Mali. Le jardinier flottant avait vraiment marché à la surface de ce poison concentré. C'était un vieux dur à cuire, mais pouvait-il résister à la force de l'acide? Haroun eut l'image horrible de Mali s'enfonçant lentement dans l'océan, où, avec un chuintement et un sifflement, un glougloutement et un gargouillement, il secoua la tête. Ce n'était pas le moment d'avoir des pensées aussi négatives. On tira le filet de nuit, et tandis que revenait le faible crépuscule, Haroun vit qu'ils avaient atterri dans une grande clairière, dans la jungle des mauvaises herbes. Pas très loin, il y avait quelque chose qui ressemblait à un mur de nuit. Ce doit être le commencement de la nuit perpétuelle, pensa Haroun. Nous devons nous trouver sur les bords. Ici, seules quelques feuilles et quelques racines, la plupart profondément brûlées ou attaquées par l'acide poison, flottaient à la surface de l'océan. Toujours aucun signe de Mali, et Haroun continuait à craindre le pire. Un groupe de 13 choupoilas avait entouré Mai la huppe et pointé des armes menaçantes sur Si et Haroun. Ils avaient tous les mêmes yeux inversés, avec des pupilles blanches et pas noires, des iris d'un gris assez doux, et du noir là où il aurait dû se trouver du blanc, comme Haroun l'avait vu la première fois dans le visage de Moudra. Mais contrairement aux guerriers de l'ombre, ces choupoilas étaient des types décharnés, morveux, au visage de fouine, qui portaient des manteaux noirs à capuchon ornés de l'insigne spécial des gardes personnels du maître du culte, Khatam Choud, c'est-à-dire les bouches cousues. Ils ont l'air d'une bande d'employés de bureau déguisés, pensa Haroun. Mais il ne faut pas les sous-estimer, ils sont dangereux, cela ne fait aucun doute. Les choupoilas se regroupèrent autour de Mai, la huppe, et regardèrent Haroun avec curiosité, ce qu'il trouva fâcheux. Ils étaient montés sur ce qui ressemblait à une escorte de grands hippocampes noirs qui avaient l'air aussi stupéfaits que leurs cavaliers par la présence du terrien. Pour information, lui révéla Mai la huppe, ces cheveux noirs sont aussi des machines. Mais comme chacun sait, ils ont l'habitude de monter sur leurs grands chevaux. Haroun n'écoutait pas. Il venait juste de voir que le mur de nuit n'était pas du tout le commencement de la nuit perpétuelle, comme il l'avait cru tout d'abord. Il s'agissait en fait d'un gigantesque navire, un vaste vaisseau en forme d'arche, à l'ancre dans la clairière. Voilà, il nous amène, comprit-il avec un serrement de cœur. Ce doit être le navire amiral du maître du culte Khatam Choud. Mais quand il ouvrit la bouche pour se le dire à Si, il découvrit que la peur lui avait asséché la gorge et que ce qui sortit ne fut qu'un étrange croassement. « Ah !» croissa-t-il en montrant du doigt le navire nuit. « Ah ! Ah !» Des passerelles avec des rampes descendaient sur les flancs du navire nuit. Les choupoilas les conduisirent au pied d'une de ces passerelles, et Haroun et Si durent commencer la longue ascension vers le pont et quitter Mai.
En montant, Haroun entendit un cri pitoyable et se retourna pour voir la huppe qui protestait sans remuer le bec. Mais, vous n'avez pas le droit de prendre ça. Non, vous ne pouvez pas. C'est mon cerveau. Deux choupoilas en manteau étaient sur le dos de Mai et dévissaient le dessus de sa tête. De la cavité crânienne, ils retiraient une petite boîte métallique à l'éclat un peu terne en poussant une suite de petits sifflements satisfaits. Puis ils laissèrent simplement Mai la huppe flotter là, les circuits déconnectés, après avoir enlevé la mémoire et le module de commande. La huppe ressemblait à un jouet brisé. « Oh, huppe, pensa Haroun. Je m'excuse de m'être moqué de toi en te disant que tu n'étais qu'une machine. Tu étais la meilleure et la plus courageuse des machines qui ait jamais existé, et je récupérerai ton cerveau pour te le rendre, un peu pour voir. » Mais il savait que c'était une promesse vaine, parce que, après tout, il avait ses propres ennuis. Ils continuèrent à monter. Puis Si, qui se trouvait derrière Haroun, trébucha, sembla sur le point de tomber et saisit la main d'Haroun apparemment pour se rattraper. Haroun sentit que le génie de l'eau lui glissait quelque chose, petit et dur, dans la main. Il referma son poing dessus. Une petite chose en cas d'urgence. Offerte par l'immeuble S2TTCAE, chuchota Si. Tu auras peut-être l'occasion de t'en servir. Les choupoilas se tenaient au-dessus et au-dessous d'eux. « Qu'est-ce que c'est » demanda Haroun de sa voix la plus basse. « Si tu en mords l'extrémité, ça te donne 2 minutes de lumière très très brillante. On l'appelle « mordez la lumière » pour des raisons évidentes. Cache-le sous ta langue. « Et toi » demanda Haroun. « Tu en as un aussi » Mais Si ne répondit pas, et Haroun comprit que le génie de l'eau lui avait donné le seul appareil qu'il possédait. « Je ne peux pas le prendre, ce n'est pas juste, » murmura Haroun. Mais un des choupoilas siffla dans sa direction d'une façon si terrifiante qu'il décida qu'il valait mieux se taire pendant quelque temps. Il montait, et se demandant ce que le maître du culte avait en tête. Ils passèrent devant une rangée de hublots, et Haroun laissa échapper un hoquet de surprise, parce que ce qui sortait des hublots, c'était de l'obscurité qui rayonnait dans le crépuscule, comme dans la lumière rayonne par une fenêtre le soir. Les choupoilas avaient inventé l'obscurité artificielle, exactement comme d'autres avaient inventé la lumière artificielle. Dans le navire nuit, se dit Haroun, il devait y avoir des ampoules qui produisaient cette étrange obscurité pour que les yeux inversés des choupoilas, qui auraient été aveuglés par la lumière, puissent voir correctement, bien que lui, Haroun, fût absolument incapable de voir. L'obscurité qu'on peut allumer et éteindre, s'émerveilla Haroun. Quelle idée, je te jure. Ils atteignirent le pont. Haroun se rendit compte de l'immensité du navire. Dans cette obscure clarté, le pont semblait littéralement infini. Haroun ne pouvait pas voir clairement jusqu'à la proue, ni jusqu'à la poupe. « Il doit faire 1 kilomètre de long » s'exclama-t-il. Et s'il faisait 1 kilomètre de long, il devait bien en faire la moitié de large. « Exceptionnel, super colossal, grand » reconnut tristement Si. Disposés comme une sorte de damier sur le pont du navire, il y avait un grand nombre de réservoirs ou de chaudrons gigantesques et noirs, chacun avec son équipe d'entretien. Des tuyaux et des conduits entraient et sortaient de chaque réservoir, et on voyait des échelles sur les flancs. De petites grues mécaniques étaient installées à côté de chaque chaudron, avec des seaux attachés à des crochets méchamment pointus. « Ce sont sans doute les réservoirs de poissons, » se dit Haroun. Il avait raison. Les chaudrons étaient pleins à ras-bord des poisons noirs qui tuaient l'océan des histoires. Des poisons sous leur forme la plus puissante, la plus pure, la plus concentrée. C'est un navire-usine, pensa Haroun avec un frisson. Et ce qu'il fabrique est pire, 100 fois pire, que les usines de tristesse de chez nous. Le plus grand objet sur le pont du navire nuit était une autre grue. Celle-ci dominait le pont comme un haut immeuble, et Haroun vit d'immenses chaînes qui descendaient de sa flèche puissante jusque dans l'eau. Ce qui pendait au bout de ces chaînes, sous la surface de l'océan, devait être d'une taille et d'un poids étonnants. Mais Haroun n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être. Ce qui frappa Haroun en premier dans le navire nuit et dans tout ce qui se trouvait, c'était la qualité de ce qu'il ne pouvait appeler que l'ombrosité.
Malgré la taille de mammouth du navire lui-même, du volume et du nombre terrifiant de réservoirs de poison et de la grue géante, Haroun ne pouvait s'empêcher d'avoir l'impression que tout l'ensemble était en quelque sorte transitoire, qu'il y avait quelque chose de pas du tout fixe ni certain dans tout cela. Comme si un grand sorcier avait réussi à construire l'ensemble à partir d'ombres, à donner aux ombres une solidité qu'Haroun ne savait pas qu'elles pouvaient posséder. Mais cela est trop chimérique pour des mots, se dit-il. Un bateau fait avec des ombres, un navire ombre, ne soit pas cinglé. Pourtant, l'idée ne cessait de le harceler et ne voulait pas s'en aller. Regarde le bord de tout ce qui se trouve ici, dit une voix dans sa tête. Les bords des réservoirs de poison, de la grue, du navire lui-même. Est-ce qu'ils n'ont pas l'air flous? Comme le sont les ombres, même quand elles sont nettes. Elles n'ont jamais des bords aussi nets que les choses réelles, matérielles. Quant aux Choupoila, tous appartenaient à l'amicale des bouches cousues et étaient les plus dévoués serviteurs du maître du culte. Eh bien, Haroun fut frappé de voir à quel point ils semblaient ordinaires et à quel point leur travail était fastidieux. Il y avait des centaines dans leurs manteaux et capuchons de bouches cousues qui s'occupaient des réservoirs et des grues sur les ponts en exécutant une série de tâches répétitives et stupides. Vérifier les cadrans, resserrer les joints, mettre en marche et arrêter les mécanismes de brassage des réservoirs, laver le pont. On ne pouvait imaginer travail plus ennuyeux. Et pourtant, comme Haroun devait se le rappeler sans cesse, tous ces types pressés, couverts de manteaux, au nez de fouines, membraneux, morveux, ne s'occupaient de rien d'autre que la destruction de l'océan des courants d'histoire lui-même. Comme c'est étrange, dit Haroun assis, que la pire chose de toutes puisse sembler si normale et si morne. Normal. Il appelle ça normal, Supérassi. Ce garçon est fou, dérangé, aux abonnés absents. Leurs ravisseurs les poussèrent vers une immense écoutille dans laquelle étaient installées 2 grands portes noires où l'on voyait le symbole des bouches cousues de Katamchoud. Tout cela fut exécuté dans un silence absolu, à part l'étrange sifflement que les Choupoila utilisaient comme langage. Et quand ils arrivèrent à quelques pas des doubles portes, ils s'arrêtèrent et l'on les tint par le bras. Les doubles portes s'ouvrirent. C'est ça, se dit Haroun. Une espèce d'employé, membraneux, scameux, boutonneux, fouineux, morveux, exactement comme les autres, passa la porte. Mais il était tout à fait différent des autres, parce que dès qu'il apparut, chaque Choupoila se mit à faire des révérences et à se gratter aussi énergiquement que possible. Car cette créature insignifiante n'était autre que le célèbre et terrifiant maître du culte de Bezaban, Katamchoud, le grand croque-mitaine lui-même. C'est lui, pensa Haroun un peu triste. Ce petit type minable. Quelle déception. À ce moment, il y eut une autre surprise. Le maître du culte se mit à parler. Katamchoud ne sifflait pas comme ses subordonnés, et il ne croassait pas, et il ne gargouillait pas non plus comme Moudra, le guerrier de Londres. Mais il parlait clairement, d'une voix morne et sans modulation, une voix dont personne ne se serait jamais souvenu si elle n'avait appartenu à un personnage aussi puissant et aussi terrifiant. Des espions, dit tristement Katamchoud. Quel ennuyeux mélodrame. Un génie de l'eau de la ville de Goup et quelque chose d'un peu plus inhabituel, un jeune garçon venant, si je ne me trompe, d'en bas. La voilà bien, ta comédie du silence, dit Sun Si avec un très grand courage. Est-ce que ce n'est pas caractéristique? Est-ce qu'on s'en serait douté? Est-ce qu'on l'aurait cru? Le grand Manitou en personne qui fait exactement ce qu'il interdit aux autres. Ses partisans se cousent les lèvres, et lui, il parle sans pouvoir s'arrêter. Katamchoud ignora ces remarques. Haroun le regardait attentivement. Il fixait en particulier les limites du corps du maître du culte. Et finalement, il en eut la certitude. Il y avait le même manque de netteté, le même tremblement qu'il avait remarqué sur le navire nuit. Il avait appelé ça l'ombrosité, et il avait eu raison. Aucun doute, décida-t-il.
C'est l'ombre du maître du culte qu'il a appris à détacher de lui. Il a envoyé l'ombre ici et il est resté dans la citadelle de Choup, là où les forces de Goup, avec Rachid, le père d'Haroun à leur tête, devaient se diriger maintenant. S'il avait raison, et s'il s'agissait réellement de l'ombre devenue humaine plutôt que de l'homme devenu ombreux, alors Katamchoud avait des pouvoirs de sorcellerie vraiment très grands, car la silhouette du maître du culte était entièrement tridimensionnelle, avec des yeux qui bougeaient visiblement dans sa tête. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle ombre, dut reconnaître Haroun. Mais la conviction qu'il s'agissait bien de l'ombre du maître du culte venu dans la zone ancienne à bord du navire nuit continuait à se renforcer. Le Choupoila, qui avait démonté le cerveau de Mé-la-Huppe, s'avança et donna la boîte à Katamchoud avec une inclinaison de la tête. Le maître du culte se mit à lancer le petit cube de métal en l'air en murmurant « Maintenant nous allons voir un peu ce que système de transmission trop compliqué à expliquer. Puisqu'il est démonté, je vais expliquer ce système, n'ayez crainte. » À ce moment-là, Haroun eut une idée qui lui fit tourner la tête. Katamchoud lui rappelait quelqu'un. « Je le connais, se dit-il, stupéfait. Je l'avais déjà rencontré quelque part. C'est impossible. Et pourtant, il n'y a pas de doute. Il m'est très très familier. » Le maître du culte s'avança pour dévisager Haroun. « Qu'est-ce qui t'a amené ici? »« Hein ?» lui demanda-t-il de sa voix morne. « Morne. Les histoires, j'imagine. » Il prononça le mot « histoire » comme s'il s'agissait du terme le plus grossier, le plus méprisable du langage. « Regarde où elles t'ont mandé. Ces histoires. Tu me suis? On commence avec des histoires et on finit par espionner. Et c'est une grave accusation, mon garçon. La plus grave. Tu aurais mieux fait de garder les pieds sur terre plutôt que d'avoir la tête dans les nuages. Tu aurais mieux fait de t'en tenir à la réalité, mais tu avais la tête farcie d'histoires. Tu aurais mieux fait de rester chez toi, mais te voilà. Les histoires ne font que créer des ennuis. Un océan d'histoires est un océan d'ennuis. Et dites-moi, à quoi servent des histoires qui ne sont même pas vraies? »« Je te connais, cria Haroun. Tu es lui? Tu es monsieur Sengupta? Tu as enlevé ma mère, et tu as abandonné la grosse dame. Et tu es un employé morveux, baveux, piteux, galeux, boutonneux et fouineux. Où la caches-tu? Peut-être est-elle prisonnière sur ce navire. Allez, rends-la. » Si le génie de l'eau saisit gentiment Haroun par les épaules. La colère et beaucoup d'autres émotions le faisaient trembler, et si attendit qu'elle fût calmée. « Haroun, mon petit, ce n'est pas le même type, dit-il doucement. Peut-être qu'il lui ressemble, l'image crachée, le double exact. Mais crois-moi, mon garçon, celui-ci est le maître du culte de Bezavan, Katamchoud. » Katamchoud, avec son allure d'employé de bureau, restait parfaitement calme. De sa main droite, il continuait à lancer d'un air absent le cerveau de Mé-la-Huppe. Puis il parla de sa voix monotone et endormante. « Les histoires ont perturbé l'esprit de ce garçon, » déclara-t-il solennellement. « Maintenant il rêve tout éveillé et ne dégoise plus que des bêtises. Tu es un enfant grossier, mal élevé. Pourquoi devrais-je porter un intérêt quelconque à ta mère? À cause des histoires, tu es incapable de te rendre compte de la personne devant qui tu te trouves. Les histoires t'ont fait croire qu'un personnage tel que Katamchoud, le maître du culte, devait ressembler à ça. » Haroun et Si poussèrent un cri d'effroi quand Katamchoud changea de forme. Le maître du culte grandit, sous leurs yeux effrayés et étonnés, jusqu'à ce qu'il eût atteint une hauteur de 101 pieds, qu'il eût 101 têtes, dont chacune avait 3 yeux et tirait une langue de flamme, et 101 bras, dont 100 tenaient d'énormes épées noires, tandis que le 101e lançait négligemment en l'air le cerveau de Mé-la-Huppe. Puis, avec un léger soupir, Katamchoud reprit sa forme première d'employé. « De l'épate, » dit-il en haussant les épaules. « Les histoires aiment ce genre de démonstration, mais elles sont aussi inutiles qu'inefficaces. Des espions, répéta-t-il d'un ton rêveur. Eh bien, il faut que je vous montre ce que vous êtes venu voir. Mais évidemment, vous serez incapable de faire votre rapport. » Il se retourna et s'en alla furtivement vers les portes noires. « Qu'on les amène, » ordonna-t-il, et il disparut. Des soldats de Choup entourèrent Haroun et Si, et leur firent franchir les portes. Ils se retrouvèrent au sommet d'un large escalier noir qui se perdait en bas dans l'obscurité absolue des profondeurs du navire.